avocate spécialisée dans les métiers online qui D'ac accompagne tous les freelances et tous les acteurs du web à voilà, rester bien cadrés et face à la loi de se protéger au maximum. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans l'émission Un tête-à-tête avec l'expertise. Aujourd'hui, on a une avocate parce que les méandres des lois sont méconnus. Je tenais à cœur d'inviter quelqu'un que j'ai connu, que je connais et qui m'a accompagnée dans la constitution de ma société. Merci, Maître Pépelier, Camille, pour les intimes, j'ai envie de dire. Merci Delia pour votre invitation. C'est un honneur. Et puis, la première question que j'ai envie de vous poser, parce que souvent, moi-même, je me mélange les pinceaux, c'est Maître Pipelier ou Camille? Alors c'est vrai que généralement chez les avocats, c'est plutôt maître, mais moi j'avoue que j'aime bien Camille parce que ça me correspond plus. Généralement, je suis assez, j'ai une relation de proximité assez forte avec mes clients, vous savez, Delia. Donc généralement, on m'appelle Camille et ça me va très bien. Ok, alors Camille. Alors aujourd'hui, je vous ai invité parce que depuis un certain temps, j'accompagne les entrepreneurs à intégrer la digitalisation dans leur profession quelconque. Et donc, je les aide à avoir une réflexion sur la constitution d'une base de données qu'on peut par la suite relancer justement pour booster le business, mais aussi pour vendre des offres, des produits qui sont les leurs à l'instant T. La première question qui me vient à l'esprit, c'est quelle protection on doit mettre en place de normes légales pour se sentir protégé en cas de litige justement avec les personnes qui nous laissent les coordonnées. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place aussi lorsque on constitue notre société dans les statuts? Alors, ce qui est très important lorsqu'on collecte des données, surtout à caractère personnel, cela va être d'être conforme donc à la norme RGPD, qui est une norme européenne. Et pour cela, généralement, on va mettre en place une politique de confidentialité qui va être destinée en fait à encadrer la collecte, le traitement des données à caractère personnel, mais également, eh bien, elle va vous servir à faire connaître, à porter à la connaissance de vos prospects, de vos clients, les droits qu'ils ont dans ce domaine. Donc, ça va être la mise en place d'une politique de confidentialité. Et puis, dès lors que l'on va vendre des prestations ou des produits digitaux, par exemple, il faudra mettre en place soit des CGV, soit un contrat pour venir cadrer toute votre relation avec votre client. Très intéressant. Euh, les conditions générales de vente doivent être réalisées, doivent être rédigées sur un format bien spécifique. Ça veut dire que ChatGPT ne peut pas nous aider. ChatGPT, il peut effectivement établir des conditions générales de vente, il sait faire et ça sera rédigé sur un ton tout à fait professionnel, mais il ne va pas connaître les subtilités de ce que vous allez proposer et de la réglementation qui vous est applicable en fonction de votre situation. Et c'est là le danger, c'est de se dire, bah, effectivement, il va nous sortir un document qui, d'un point de vue forme, pardon, d'un point de vue rédaction, sera très professionnel pour apparaître juridiquement correct, mais en réalité, eh bien, le document, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas conforme à la réglementation qui s'applique à vous. Et c'est là le danger, c'est de se sentir protégé et de ne pas l'être en réalité. D'accord, ok. Donc, la meilleure façon de se protéger, c'est passer par vous ou par un confrère, une consoeur, pour qu'il nous aide justement à appliquer toutes les normes en vigueur aujourd'hui pour étoffer cette base qui est donnée par ChatGPT, mais en tout cas qui correspond à la vraie vie, hein, j'ai envie de dire, aux normes qui sont en vigueur pour se protéger. Oui, alors Vous avez, après, oui. oui, Après, vous savez, Delia, moi, je suis très pragmatique, c'est-à-dire que si on lance une activité, qu'on n'a pas encore d'offre, je dirais, validée par nos clients, bon, ChatGPT peut nous sortir quelque chose qui convienne pour un laps de temps et surtout pour des clients très limités, juste pour qu'on puisse tester notre offre et la faire valider. À la limite, cela convient.
Mais par contre, dès qu'on va vouloir développer une offre, développer son activité, là, par contre, je vous recommande vivement de vous faire accompagner pour à la fois vous vous sentir sécurisé, mais aussi vos clients. Parce que d'autant plus si on vend des prestations à distance, les clients ne nous voient pas, donc ils ont besoin de se sentir rassurés. Et j'échange de plus en plus sur ce sujet avec d'autres entrepreneurs. Les clients lisent de plus en plus les conditions générales de vente. De plus en plus. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, au tout début de l'infoprenariat. On pouvait très bien se contenter des CGV de la plateforme qui n'étaient pas du tout en conformité. Aujourd'hui, non. Les clients lisent les CGV, ils portent attention. Ça va être pour eux un gage de sécurité et c'est ce qui va déterminer aussi leur achat. Donc, c'est important d'y prêter attention quand on souhaite vraiment développer son activité à partir d'une offre que l'on a validée, dont on sait que nos clients sont satisfaits. Ok. Si vous aviez trois ou quatre notions vraiment clés qui on doit absolument intégrer au CGV, qu'est-ce que ce serait? La première notion, ça va être de décrire vos prestations ou vos produits. Ça va être très important de bien décrire les process. S'il y a des échanges, par exemple en one-to-one, et bien d'écrire le nombre d'échanges. Comment bien, votre client va réserver ses rendez-vous. Donc déjà sur le process, bien l'établir dans vos CGV, les modalités de souscription à vos prestations, à vos produits. Et puis ensuite, il y a la question de la rémunération. Là aussi, il faudra être très précis donc, sur les modalités de cette rémunération. S'il y a des paiements échelonnés, eh bien, comment cela se passe? Que se passe-t-il si votre client ne vous paie pas à échéance? Est-ce qu'il y a des indemnités de retard, par exemple, ce qu'on appelle aussi une clause pénale? Une clause pénale, c'est une indemnité que l'on va prévoir à l'avance si le client ne paie pas à échéance. Donc ça, c'est très important. Ce que je vois également, c'est tout ce qui touche à la propriété intellectuelle. Donc, bien indiquer que ce que vous mettez à disposition de vos clients, vos supports, vos vidéos vous appartiennent et ne peuvent pas être commercialisés par votre client. Et puis, tout ce qui touche au RGPD, à la confidentialité, si vous avez accès à des informations confidentielles chez votre client, c'est aussi très important. D'accord, ok. Vous avez dit quelque chose qui me touche particulièrement, c'est la propriété intellectuelle. Parce que moi-même, je suis confrontée voilà, à cette problématique lorsque j'interviens pour un tiers, pour un centre de formation, pour animer la formation qui a été mandatée. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'ennuie un petit peu lorsqu'il me demande de fournir tous les supports que j'ai normalement pour intervenir et animer ma formation. Lorsqu'on intervient à partir sur le contrat de sous-traitance, est-ce qu'on peut l'échanger? Est-ce qu'on peut mettre notre patte pour se protéger? Et si c'est oui, qu'est-ce qu'on doit mettre pour protéger notre savoir-faire et notre propriété intellectuelle? Bien sûr, et bien dans le contrat de sous-traitance, on va prévoir qu'effectivement les supports que l'on met à disposition nous appartiennent et qui ne peuvent pas être commercialisés directement par le centre de formation, qu'il peut tout à fait les utiliser pour un usage pour les personnes qui ont souscrit en l'occurrence à la formation, mais qui ne peut pas lui-même les commercialiser ou les réutiliser du coup directement lui-même. Donc ça, tout ça, ça va D'accord. être matérialisé dans le contrat de sous-traitance. Tout ce qu'on dit là depuis quelques minutes, est-ce qu'on doit le notifier sur nos statuts lorsqu'on crée notre société ou c'est quelque chose qui vient petit à petit au fil du temps, qui peut être manié au fur et à mesure? C'est-à-dire au niveau des statuts, qu'est-ce que Voilà, dans les statuts, est-ce qu'il faut mettre la notion de propriété intellectuelle, les conditions générales de vente, le site internet s'il existe et comment le protéger? Enfin, toutes ces notions-là de protection doivent apparaître dans nos statuts ou c'est quelque chose, c'est des documents qui vont venir en complément à la création du statut juridique. Alors, il y a 2 choses. Il y a tout ce qui touche au statut et là, on n'a Oui, pas besoin de parler de propriété intellectuelle. Ce qui touche au statut, ça va être, par exemple, notre activité, qu'est-ce qu'on va exercer, quel régime fiscal on va choisir. Là, ça va être dans les statuts. Par contre, tout ce qui touche à la propriété intellectuelle, au CGV et cetera, ça va être dans les relations que l'on a avec les tiers.
Donc, c'est Ok. vraiment deux documents très différents. Les statuts, ça va concerner notre activité, les régimes auxquels on va être soumis, alors que les documents de type politique de confidentialité, CGV, contrat de sous-traitance, c'est des contrats, donc c'est de nature contractuelle et ça va concerner les tiers. Donc, c'est vraiment deux choses bien distinctes. Ok. Venons à la part de création. Jusqu'à présent, on a parlé un petit peu de protection des données, de protection de notre intellect, de la propriété intellectuelle, etc. Maintenant, lorsqu'un entrepreneur décide, et quand je dis entrepreneur, en général, c'est les solopreneurs ou auto-entrepreneurs, puisqu'on démarre tous dans ce point-là, on décide de sauter le pas et créer un statut juridique un peu plus important avec voilà, tout ce qui va avec, donc les statuts, l'histoire de la société, etc. Et on décide donc de passer le cap. Moi, je sais que par choix, je fais appel à vous parce que ça me semblait beaucoup plus judicieux, parce qu'on ne connaît pas tout, on ne peut pas être à 100% dans notre savoir, donc ça me paraissait logique. Mais je rencontre encore beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui décident de le faire par eux-mêmes, de trifouiller un petit peu sur Google, de voir les statuts, les statuts de base, et puis ils se lancent. Je trouve que c'est un petit peu risqué aujourd'hui. Donnez-moi, donnez-nous quelques tips à mettre en place si on veut faire par nous-mêmes. Et puis, on va voir l'apport d'une avocate, qu'est-ce qui va nous apporter davantage, vraiment pour comprendre si c'est OK de le faire tout seul et jusqu'à à quel point. Alors, quand on le fait tout seul, en soi, il y a des personnes très autodidactes qui ont fait déjà parfois un peu de droit, qui connaissent, qui ont des notions. Pourquoi pas? Mais il y a quand même des problématiques. Enfin, la problématique que je vois et qui me semble la plus importante, c'est que les statuts de votre société, c'est les fondations de votre activité. Et souvent, quand on le fait par soi-même, on ne connaît pas les fonctionnalités de la forme juridique que l'on va choisir. Et donc, on ne sait pas utiliser ces fonctionnalités, donc on ne les utilise pas. Je pense notamment à quelque chose, on va avoir des dirigeants qui vont se rémunérer exclusivement en salaire, qui vont se retrouver avec des niveaux d'imposition et de cotisation sociale très élevés. Et ils vont se retrouver, mais ils vont dire, je ne comprends pas. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui faisaient 10 000 € de chiffre d'affaires par mois et qui payaient 90% de cotisation sociale et de fiscalité. Ils ne comprenaient pas. Donc là, ça va créer des frustrations et on va se dire, mais non, je retourne en auto-entreprise, il y a un problème, j'étais pas prête. C'est pas ça. C'est parce que quand on ne connaît pas les fonctionnalités, on ne peut pas l'utiliser pleinement. Et c'est là où je pense que se faire accompagner, c'est très important. C'est les fondations. C'est les fondations de votre business. C'est important de bien comprendre. Quand on veut devenir chef d'entreprise, il faut comprendre pourquoi on va choisir une forme juridique plutôt qu'une autre, comment on va planifier notre rémunération, et pour cela, il faut avoir les informations. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut en avoir énormément, mais on ne va pas avoir des informations qui vont correspondre à notre situation. Donc, on va être perdu. On va être perdu, on va pas savoir quoi faire, et généralement, c'est compliqué de prendre des décisions quand on n'a pas la bonne information. Donc, c'est en cela que se faire accompagner, ça peut être tout à fait judicieux pour poser les fondations, avoir des fondations qui soient solides et que vous puissiez avoir votre ligne directrice et être sûr de pouvoir être rémunéré sans payer des charges sociales et fiscales extrêmement élevées et pour du coup pouvoir développer votre activité. Parce que généralement, quand on a un bon chiffre d'affaires mais qu'on a énormément de charges, on a une frustration, on se dit mais je ne comprends pas, Bien pourtant sûr. j'ai plutôt un bon niveau de chiffre d'affaires, mais j'arrive pas à me rémunérer. Ça a des conséquences sur la rentabilité de ma société qui vont être très importantes. Et du coup, on est un petit peu dégoûté de l'entrepreneuriat. Donc, c'est en cela qu'il ne faut pas négliger les fondations. Dans les fondations, je mets aussi bien le statut qui est pour moi très important, mais aussi je mets l'encadrement des relations avec votre client qui vont vous permettre, en fait, ces supports juridiques, d'aller capter des clients, de leur donner confiance, de vous sécuriser et d'éviter des problèmes. Donc, les fondations ne sont pas à négliger. Je comprends qu'on puisse fonctionner étape par étape, mais pour moi, il y a des missions qui sont essentielles et la création de la société mérite vraiment beaucoup d'attention, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des cabinets d'expertise comptable qui proposent une création de société gratuite et en échange, on souscrit chez eux.
Bah, le problème, c'est qu'on le sait, hein, rien n'est vraiment gratuit. C'est-à-dire qu'en contrepartie, on va pas forcément avoir accès à l'information sur les fonctionnalités. On va avoir des statuts complètement standardisés. On va signer des documents qu'on ne sait pas, on ne les comprend pas, mais on ne va pas avoir d'explication dessus, mais on les signe quand même. C'est des engagements. C'est des engagements, tout Oui. ça, et c'est très important de bien maîtriser les tenants et les aboutissants. Et ça fonctionne que ce soit dans le domaine juridique, mais aussi dans d'autres domaines de l'entrepreneuriat. Quand on souhaite déléguer des tâches, même si on ne va pas être expert dans ce domaine, il faut toujours comprendre le cheminement, toujours avoir les informations pour savoir pourquoi on prend cette décision plutôt qu'une autre. Ça, c'est très important. Et je confirme à 100% et c'est ce qui m'avait énormément plu dans notre relation lorsque j'avais créé mon entreprise à ce moment-là, c'est que justement, vous avez pris le temps de m'expliquer le fonctionnement d'un statut. À ce moment-là, c'était l'SARL, la SASU, les différents fonctionnements, qu'est-ce qui était le plus et le moins dans chacun de deux. Et à ce moment-là, j'avais pu prendre la décision, en tout cas la décision qui m'appartenait en connaissance de cause, pour après prendre les bonnes décisions, notamment dans la rémunération, parce que je savais que voilà, à ce titre-là, j'avais différents formats de rémunération qui me permettaient de payer justement moins de charges, moins de taxation et finir l'année convenablement à fur et à mesure que le temps passait, de voir vraiment, d'avoir tous les éléments, en tout cas à ma possession, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et ça, c'était quelque chose qui, vraiment, que ça mérite, et j'invite tout le monde de passer par là parce que au moins, on sait pourquoi on a choisi et on peut prendre les décisions pour grandir et par la suite évoluer dans le statut ou dans la société qui est la nôtre. Je suis entièrement d'accord. Moi, mon objectif, c'est vraiment de donner un maximum d'informations, de digérer l'aspect juridique et de faire en sorte que ce soit parfaitement compréhensible pour vous et ensuite que vous puissiez prendre vous-même votre décision. Ça, c'est vraiment très important et ça vaut vraiment dans tous les aspects de votre activité. Il faut comprendre pourquoi on va vers une décision plutôt qu'une autre. Ça, c'est très important. Tout à fait. J'aimerais aborder le sujet des associés parce que justement, depuis énormément de temps, je pense que depuis toujours, j'ai toujours entendu, que ce soit mes parents, que ce soit d'autres entrepreneurs, me dire ah non, les associés restent tout seuls, c'est mieux parce que de toute façon, ça marche jamais et on part toujours dans des histoires et dans des clashs pas possibles. Donc, ça va te coûter en énergie et en temps. Donc, au final, vaut mieux rester tout seul plutôt que s'associer à d'autres. Alors, certes, comme tout mariage, là c'est un mariage professionnel et dans les mariages en temps normal, ça arrive aussi, mais ça arrive aussi qu'il y a des associations qui fonctionnent et qui permettent d'évoluer parce que sont complémentaires, parce que chacun apporte une notion que l'autre n'a pas et aussi de l'ordre économique, il y a des apports qui ne sont pas négligeables et qui peuvent permettre à la société d'évoluer, de grandir, voilà, de faire tout ce qu'il y a à faire en termes d'objectifs. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour que justement ce mariage fonctionne au mieux dès le départ? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Et puis on verra par la suite quand il y a le divorce. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, Delia, sur le fait que l'association, ça doit regrouper des personnes qui soient complémentaires. Moi, ce que je constate de mon expérience, c'est que lorsqu'on s'associe avec une autre personne qui a des compétences similaires aux nôtres, ça fonctionne moins bien. On a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être complémentaire, partager aussi la même vision du business, partager les mêmes objectifs, poser tout à plat au début. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est de tout poser, tout se dire, toutes nos attentes. Vraiment faire des points spécifiques où on anticipe les problématiques qu'il peut y avoir. Et dans ce cadre-là, généralement, on rédige ce que l'on appelle un pacte d'associés, dans lesquels on va prévoir les conditions de ce mariage si ça se passe mal. Comment cela se passe pour valoriser les titres de la société notamment. C'est le pacte d'associés qui va venir régir tout cela. Et c'est bien de le faire bien sûr au début de la collaboration parce que ça va permettre d'évoquer toutes les problématiques qui peuvent survenir, de se mettre d'accord, s'il y a tel problème qui survient, on agit de cette manière-là
Et généralement, c'est ce qui permet, eh bien, en cas de dissociation, de pouvoir terminer cette association dans les meilleures conditions. Ok. Donc ça, on le fait au démarrage, au départ, quand on fait rentrer une associée. Et lorsque on veut se séparer de l'associé, quelle procédure c'est la meilleure et la moins coûteuse, en tout cas la moins Il n'y a, il y ce a pas qui, il n'y a pas de solution, je dirais, arrêtée. Chaque association se termine d'une manière différente. Parfois, ça peut se terminer par une cession de titre, parfois c'est un retrait. Il n'y a vraiment pas de conditions prédéterminées. Cela va dépendre en fait du souhait de chacun. Comment, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui repart avec une expertise? Est-ce qu'on scinde les activités? Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en considération. Donc, il n'y a pas une fin déterminée. Mais ça peut bien sûr être prévu dans le pacte d'associés, c'est même fortement recommandé. Et donc, ça dépend vraiment de chaque association, des expertises qui vont être apportées par chacun et ce sur quoi les associés se sont mis d'accord. d'accord, ok. Question, et si une des associées décède, est-ce qu'on doit y réfléchir au moment de la création des pactes d'associés ou c'est quelque chose qui après vient prendre, enfin la loi rentre en compte et s'applique au décès de l'associé? Alors, généralement, le décès d'un associé, c'est prévu directement dans les statuts au moment de la création. Ok. Si la personne rentre après, ça peut être effectivement également intégré dans un pacte d'associés, mais généralement, les statuts, ils ont vocation eh bien, à traiter de ce sujet-là, notamment tout ce qui va être l'agrément des héritiers, comment cela se passe, à qui vont être cédées les parts en priorité, etc. D'accord. Aujourd'hui, on voit, notre gouvernement est en train d'évoluer, bien ou pas bien, ça, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais on voit notamment le seuil de la TVA se réduire. J'ai l'impression que les tranchées du statut de micro-entreprise commencent à se resserrer presque pour pousser un petit peu gentiment les auto-entrepreneurs à passer au statut suivant, c'est-à-dire une entreprise individuelle ou en société. C'est votre avis ou il y a encore une marge de manœuvre avant d'arriver à ce niveau-là? Je dirais que le statut de l'auto-entreprise, il a été créé pour deux choses. Le premier, c'est pour permettre à des personnes qui ont une activité salariée de pouvoir développer une activité à côté de leur emploi. Donc, généralement, on va être sur des niveaux de revenus qui vont être accessoires à l'activité salariée, puisqu'on a déjà souvent un travail à temps plein à côté ou à temps partiel. Donc, dans ce cadre-là, même les modifications qui peuvent être apportées ne vont pas avoir d'importantes conséquences. L'autre situation, c'est lorsqu'on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, où là, on va tester son offre de produits, de services. Et ensuite, une fois que c'est testé, c'est vrai que généralement, et que c'est approuvé, que l'on souhaite se développer, il faut dans tous les cas basculer vers un statut qui soit beaucoup plus durable. Donc, la société, généralement, sera plus adaptée. Est-ce que le seuil de TVA va rebattre les règles du jeu? Je ne pense pas. Parce qu'en soi, facturer de la TVA, c'est vrai que la vraie problématique, c'est que pour ceux, uniquement pour ceux qui facturent des particuliers, forcément, le coût de la prestation peut être plus onéreuse et donc ça peut réduire parfois le taux de conversion. Pour les professionnels, donc quand on facture des professionnels qui sont déjà soumis à la TVA, ça ne pose pas de difficulté puisque eux pourront la déduire. Donc en soi, pas de problématique. L'autre sujet avec cette TVA, c'est que ça nous force, si on y est soumis, à avoir une comptabilité un petit peu plus détaillée. Mais là encore, je pense que c'est tout à fait intéressant lorsqu'on atteint un certain niveau de chiffre d'affaires, d'utiliser des plateformes comptables. Alors, il en existe plein aujourd'hui qui nous permettent de bien gérer non seulement la TVA, mais également les autres données que l'on va avoir dans la société. Donc, notre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il va être généré par quel produit, quel service. On va pouvoir découper notre chiffre d'affaires en fonction de ces services. On va pouvoir exactement connaître la typologie de nos charges et du coup, là encore, prendre les bonnes décisions pour Non. mieux gérer sa structure, pour mieux gérer son activité. Donc, je pense qu'il faut le voir comme une opportunité. C'est vrai que pour certains, surtout pour ceux qui facturent des particuliers, ça peut être un peu handicapant au niveau du coût des prestations. Mais globalement, je pense que c'est vers quelque chose qui sera positif pour tout le monde, puisque
ce statut étant créé pour ceux qui se lancent juste ou les salariés qui ont une activité, quand on a développé notre auto-entreprise, après, il faut aussi basculer vers des statuts plus adaptés. Maintenant, il faut savoir que la TVA, c'est la première recette de l'État. Donc forcément, pour eux, plus ils l'élargissent, plus c'est important. C'est un impôt qui va être collecté par nous, qui va être traité par nous. On gère, enfin, donc nous, les contribuables, on va tout gérer à la place de l'État. Donc c'est vraiment une aubaine, cette imposition. L'État n'a rien à faire. On déclare notre TVA, on la paye directement chez eux, on la collecte, on s'occupe de tout le process. Donc c'est pour ça que je pense, en tout cas, ils ont tendance à élargir le champ des personnes qui vont être soumises à la TVA, parce que pour eux, c'est vraiment une recette très importante et très intéressante au niveau de la gestion. bien sûr, tout à fait, tout à fait. Bien. Une fois qu'on a créé notre société, on a fait rentrer les associés, on a fait le pacte, on commence à établir des contrats avec nos futurs clients. Le contrat, on a vu les conditions générales de vente, mais il y a aussi le contrat proprement dit lorsqu'on est un prestataire de service, prestataire ou une vente de service. Est-ce que on doit soumettre chaque fois qu'on vend un produit à un contrat ou c'est lié seulement à la prestation de service? Qu'est-ce qu'on doit mettre sur ce contrat pour se protéger en cas de litige? Alors, c'est vrai qu'on hésite souvent, est-ce qu'on encadre par des CGV ou un contrat? Sachez que les CGV, c'est pour tout ce qui va toucher des prestations, des produits qui vont être standardisés. C'est-à-dire que peu importe le client, on va délivrer de la même manière, le coût sera similaire, etc. Les CGV vont très bien convenir. Dès lors qu'on va réaliser des prestations avec plus de personnalisation ou des prestations high ticket comme des accompagnements one-to-one, etc., on ira plus vers le contrat. Donc le contrat et les CGV en soi vont contenir les mêmes clauses. C'est juste qu'on va les adapter en fonction de la prestation, en fonction des modalités de paiement, des modalités de souscription. Mais en soi, on aura exactement les mêmes clauses avec une description de l'objet et des clauses de confidentialité, enfin les mêmes clauses que l'on a vues précédemment pour les CGV. Ok. Ça m'est arrivé récemment d'avoir un échange avec les fameux closers, donc avec qui on termine la vente et qui sont là justement pour nous vendre, pour clôturer la transaction et passer à l'achat, à la carte bleue et acheter le produit ou l'accompagnement. Et ça s'avérait que lorsqu'on a échangé, on avait établi verbalement des conditions qui ne se sont pas avérés sur papier lorsque le contrat m'a été envoyé. À ce moment-là, quelles sont les réactions, les bonnes réactions à avoir du côté du consommateur? Ou qu'est-ce Déjà, qu'il aurait dû faire la société qui m'a vendu l'accompagnement pour que, parce qu'au final, j'ai pas sorti la carte bleue parce que ça me semblait, il y avait une incohérence entre ce qui avait été dit verbalement et ce qui était présenté sur papier. c'est vrai que le contrat, en tout cas moi c'est comme ça que je le conçois, il doit être vraiment travaillé. Et d'où l'intérêt de se faire accompagner. Parce que là aussi, ChatGPT, il ne peut pas tout anticiper. Donc d'où l'intérêt d'être vraiment accompagné sur la rédaction de contrat, c'est qu'il doit vraiment décortiquer vos prestations. Et ensuite, vous devez faire un point avec vos closers. Il doit aussi être rédigé de manière compréhensible. Le problème, quand on fait rédiger des contrats, parfois, d'ailleurs, il y a certains des confrères, c'est un peu comme ça, ou d'autres personnes qui sont dans le domaine juridique, c'est que eux seuls peuvent comprendre ce qu'ils ont écrit. Bah, ce n'est pas l'objectif du contrat. Il faut que tout le monde soit capable de lire très clairement quelles sont mes obligations pour chaque partie, que contient la prestation, que ce soit clair, qu'on utilise vos éléments de langage pour que vous puissiez le comprendre, que vos prestataires, vos closers puissent le comprendre et que vos clients aussi. Donc ça, c'est vraiment très important. Et c'est là où on voit que la rédaction du contrat a aussi un impact dans le taux de conversion parce qu'effectivement, si le contrat ne suscite pas confiance, votre client ne signera pas. Et c'est souvent Exact. quelque chose qui est négligé. On se dit, bah, le contrat, on va faire ChatGPT, on va l'envoyer pour signature, et puis voilà. Non, c'est vraiment un élément aujourd'hui qui est déterminant encore plus pour les prestations qui vont être réalisées à distance où on ne va jamais se voir. Les personnes vont prendre le temps de le lire, et si effectivement il y a des incohérences par rapport à ce qui a pu être dit auparavant, eh bien, votre client généralement ne signera pas. Donc, c'est très important de prendre le temps d'établir ce contrat, de poser, de décortiquer vos prestations
Et ensuite, une fois qu'on a un contrat bien rédigé, qui soit compréhensible par tout le monde, de faire un point avec vos closers pour bien leur expliquer, voilà, s'il y a des éléments de langage particuliers à utiliser et ceux qui ne sont pas utilisés qui peuvent aussi prêter à confusion. Et ensuite, de soumettre votre contrat au client, mais pour qu'il y ait cette cohérence justement. Ok. Dans les contrats, il y a un nombre de jours de rétractation même lorsque on travaille online, c'est-à-dire on vend soit des produits tels qu'une formation en ligne, un accompagnement ou pas. Alors, il y a le principe et puis après, il y a des nuances. Le principe, c'est qu'effectivement, lorsque l'on vend une prestation, un produit à distance, on a donc un délai de rétractation de 14 jours, c'est-à-dire que votre client peut se rétracter dans ce délai de 14 jours. Il y a, N'importe le produit qu'on vend. alors justement, il y a des petites nuances. La première, c'est que s'il s'agit d'un produit digital auquel le client va avoir accès tout de suite après le paiement et il va avoir accès à l'intégralité de ce produit. Dans cette hypothèse, on n'a pas de droit de rétractation, mais encore faut-il bien le mentionner sur les CGV. La deuxième hypothèse, ça va être un accompagnement, par exemple, qui va être à exécution successive. Votre client va signer, on va débuter l'accompagnement, il va se dérouler sur plusieurs mois, par exemple, ou plusieurs semaines. Dans cette seconde hypothèse, si le client souhaite débuter avant la fin du délai de 14 jours, il devra renoncer à son droit de rétractation. Il faudra le faire de manière assez précise. Et une autre hypothèse, c'est qu'effectivement, ce droit de rétractation, ce qu'on vient de dire, ça s'applique pour les particuliers, donc vos clients particuliers, mais aussi aux clients professionnels qui emploient moins de 5 salariés. Aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup, en tout cas, surtout dans le domaine en ligne, de personnes qui travaillent plutôt avec des freelances, des partenaires qu'avec des salariés. Donc, il faut bien faire attention puisque généralement, le droit de rétractation va aussi s'appliquer pour ces personnes-là. Et si vous souhaitez débuter avant la fin du délai, il faudra également leur faire renoncer au droit de rétractation. Ok. Et ce droit de rétractation, est-ce on peut le soumettre juste avec une case à cocher lorsque la personne règle avec sa carte bleue sur un formulaire, ou il doit vraiment être établi comme une espèce de contrat ou en tout cas une retour de mail en disant je renonce à la période de rétractation, etc. Alors, ça dépend. Si on vend à travers une page de vente avec des CGV, eh bien, ça sera une case à cocher dans laquelle on va mettre j'ai bien pris connaissance de mon droit de rétractation et souhaite y renoncer pour débuter la prestation avant la fin du délai de 14 jours. Ok. S'il passe par un contrat, alors à ce moment-là, votre client devra remplir une annexe pour renoncer à son droit de rétractation de manière expresse. Ok, ok. Ça, c'est très intéressant parce que de plus en plus, en tout cas dans mon cas, on soumet des formulaires de paiement et donc on est toujours entre deux et ça, c'est très clair. Donc voilà, on pourra appliquer cette notion-là assez rapidement pour éviter voilà, des litiges ou en tout cas des rétractations une fois qu'ils ont entamé une formation. Et c'est un peu dommage voilà, de donner, de délivrer un produit et puis le devoir rembourser alors qu'ils ont déjà commencé à le consommer. Donc c'est très intéressant. Super. On a établi le contrat, on a donc vendu nos produits, on a pensé au jour de rétractation et puis on arrive à la fin, on a des signatures de contrat et ça, je voulais voir avec vous parce que souvent, on a la signature de ces fameux contrats qui se fait bien sûr online et alors je vois des choses un peu qui partent dans tous les sens. Tantôt, c'est des signature qu'on colle sur le formulaire PDF et qui est à un deuxième tour scanné. Tantôt, je vois des signatures électroniques. Qu'est-ce qui fait office face à la loi? Qu'est-ce qui est vraiment qui correspond aux normes de la législation aujourd'hui en cas de litige? Il y a la valeur la probatoire la plus importante, c'est bien sûr la signature électronique. Donc moi, je vous recommande vivement de recourir à des logiciels de signature électronique qui vont vraiment permettre de certifier la signature de votre client et qui seront, le cas échéant, si votre client conteste la signature, difficilement contestable, ce qui n'est pas le cas d'une signature qu'on va apposer, qu'on va scanner, Ouais. etc., où là, effectivement, d'un point de vue probatoire, ça a une valeur quand même beaucoup plus faible.
Donc, même d'un point de vue process, c'est vraiment le mieux de faire signer par voie électronique. On a échangé avec notre client, on est d'accord sur les conditions. On lui envoie le contrat pour signature électronique. Généralement, ces logiciels sont extrêmement bien faits. Et donc, ça va aussi permettre de fluidifier le process plutôt que de Ouais. rescanner, etc. Enfin, voilà. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'utiliser ces logiciels de signature électronique. Ok, super. Bien, on arrive à la fin de cet échange. On pourrait s'éternaliser parce qu'il y a tellement de volets voilà, à analyser avec des questionnements. Enfin, c'est vraiment très, très vaste et tout, on peut pas voir aujourd'hui dans ce laps de temps. Donc, où on peut vous trouver? Vous avez un site internet, je crois? J'ai un site internet, donc c'est légal-du-6influence.com. Je suis également sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Donc pareil, voilà, au niveau de Legal Influence. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez directement m'envoyer un message sur ces réseaux ou vous me contacter par le biais de mon site internet. Peut-être pour préciser un petit peu là où j'interviens, Oui, j'interviens aussi bien au niveau de la structuration juridique, fiscale, donc tout ce qui va être création d'entreprise, montage aussi un petit peu plus complexe comme celui du montage en holding, sur tout ce qui touche à la rédaction de contrats, partenariats, affiliation, clients, ce qui touche à la conformité du site web, donc avec le RGPD, les CGV, et puis enfin le dépôt et la protection de la marque. super. Eh bien, je vous remercie beaucoup. De toute façon, sachez que tous les liens seront mis en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez avoir encore des experts, eh bien, je vous invite à liker cette vidéo, mais surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube pour continuer à recevoir les interviews à tête avec l'expertise. Merci beaucoup, Camille. Et comme d'habitude, je vous souhaite un bon business à tous et à la prochaine. Bye!